Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, je reçois Antoine Vallier, expert empreinte biodiversité chez CDC Biodiversité. La préservation de la biodiversité est absolument nécessaire. Pour la préserver, il faut que les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, comprennent leurs impacts sur celle-ci, sur la biodiversité. C'est justement l'expertise d'Antoine qui, dans cet entretien, nous explique comment une entreprise peut mesurer son impact sur la biodiversité. Il nous présente la notation qu'il a lui-même contribué à créer, le Global Biodiversity Score, développé par la CDC. Dans ce podcast, nous parlons de la financiarisation de la nature, de comment une entreprise peut compenser son empreinte sur la biodiversité, des différentes méthodes de mesure d'empreinte sur la biodiversité, des différentes pressions que les entreprises exercent sur la nature, de récupération de données et de finances et de biodiversité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Antoine, ravi de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Jean-Benoît, ravi d'être ici aussi. Donc Antoine Vallier, je travaille depuis 6 ans chez CDC Biodiversité en tant qu'expert sur le sujet de l'empreinte biodiversité. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire être expert sur l'empreinte biodiversité ? Alors c'est un poste que je me suis créé de manière un peu ad hoc parce que en fait quand j'ai commencé à travailler chez CDC Biodiversité, on n'avait pas de méthodologie sur l'empreinte biodiversité. Donc mon travail a consisté à créer une méthodologie pour rendre compte de l'impact des entreprises et des investisseurs sur la biodiversité. Et donc la création de cette méthodologie, le Global Biodiversity Score, est donc le sujet qui m'a occupé pendant ces 6 dernières années. Et donc en tant que créateur-développeur de cette méthodologie d'empreinte biodiversité, je suis donc expert en empreinte biodiversité. Donc avant que tu nous expliques exactement ce que c'est que ce Global Biodiversity Score et qu'on rentre vraiment dans les détails, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la CDC Biodiversité, nous expliquer pourquoi ils sont entrés sur ce créneau de biodiversité ou comment ça s'est créé et même comment vous êtes intégré au sein de la CDC en règle générale ? Alors historiquement, CDC Biodiversité a été créé pour répondre aux enjeux de compensation écologique. Il y a une dizaine d'années, donc la loi a donc mis en place la séquence éviter, réduire, compenser pour les projets à fort impact sur l'environnement. Et donc lorsque les 2 premières phases ont été faites et qu'il y a encore un impact résiduel, l'entreprise est dans l'obligation de compenser ces impacts sur l'environnement. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'acteurs capables de porter des projets de compensation écologique parce qu'il fallait avoir de la visibilité sur plusieurs dizaines d'années pour conduire ces projets, ce qui était difficile pour un acteur privé. Donc la Caisse des dépôts a décidé de créer une filiale, CDC Biodiversité, pour mettre en place ces projets de compensation écologique. Elle a créé une filiale privée dans la mesure où elle voulait aussi montrer que le modèle de la compensation écologique était économiquement viable. Et donc, c'est le cœur de métier historique de CDC Biodiversité consiste donc à mettre en place des projets pour restaurer des écosystèmes en face donc d'impact de projets d'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets ou un exemple de compensation avec un exemple de projet ? Il y a 2 types de compensation aujourd'hui. CDC Biodiversité a fait les 2. On a ce qu'on appelle la compensation par l'offre et la compensation par la demande. Dans le premier cas, en fait, on va prendre un projet et faire de la restauration en amont. On anticipe en fait des besoins de compensation. Et là-dessus, donc CDC Biodiversité a été vraiment pionnier avec un projet phare, le projet de Caussure. C'est une plaine dans la Crau, donc c'est un écosystème millénaire qui a été dégradé, qu'on ait fait de l'arboriculture sur cet écosystème. Et donc CDC Biodiversité a porté le projet, donc avec le portage foncier et les opérations de restauration écologique pour renaturer cette plaine de la Crau, donc faire ce projet de Caussure. Elle a créé des unités de compensation qui étaient donc à disposition d'acteurs économiques locaux pour pouvoir répondre à des enjeux de compensation lorsque ceci arrive. La compensation ensuite par la demande est différente, c'est-à-dire et elle est plus classique en France. Et là, elle consiste en fait à, sur un projet précis, une autoroute par exemple, définir quels sont les impacts résiduels liés à la construction de mon autoroute, quelles sont les espèces impactées, les types d'habitats impactés, et
du coup de répondre avec donc un système d'équivalence écologique à ces impacts par en face donc une compensation, une restauration écologique ciblée sur ces espèces et ces habitats. Mais donc là, on est vraiment sur des projets qui doivent être ciblés avant le projet d'aménagement, mais qui seront mis en place ensuite. Très bien. Donc, dis-moi si j'ai bien compris. Donc, la compensation par l'offre, c'est un porteur de projet. Donc là, en l'occurrence, c'était CDC Biodiversité, qui va créer un grand projet de restauration biodiversité. Et ensuite, qui va le vendre en parcelles. Pratiquement, il va y avoir des projets privés qui vont vouloir compenser. Et donc là, CDC Biodiversité va dire, ah bon, mais moi j'ai fait un projet. Si tu me le finances, en fait, on va considérer que c'est toi qui as fait ce projet-là. Et ensuite, la compensation par la demande, c'est je fais une autoroute, je vais donc dégrader une partie de l'environnement et donc je vais compenser, mais ailleurs. Par exemple, j'ai tué des papillons et je vais du coup aider le développement des papillons dans une autre région. C'est ça ? Alors c'est bien résumé. Peut-être sur la dernière partie, c'est pas. Enfin, il y a quand même une dimension locale, c'est-à-dire que si l'autoroute est construite dans le Grand Est, on va essayer de faire une compensation au plus proche de l'infrastructure. Il y a quand même une dimension locale sur la restauration. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est souvent difficile à mettre en place parce que c'est pas toujours évident de trouver des projets dans un périmètre proche qui répondent à des enjeux de restauration sur telle espèce ou tel habitat. Est-ce que la compensation par l'offre, c'est ce qu'on peut appeler la financiarisation de la nature ? Est-ce que, par exemple, les investisseurs pourront se dire demain, ah ben tiens, je vais acheter ce terrain-là, je vais planter des arbres ou le rendre le plus naturel possible et ensuite je vais essayer de le revendre du coup le plus cher possible. Souvent on entend pas mal de voix qui s'élèvent contre justement une financiarisation de la nature. Est-ce que pour toi ça t'évoque quelque chose ? C'est vrai que sur la compensation par l'offre, il y a eu effectivement ce type de réaction où on a craint qu'il y ait une forme de spéculation sur des besoins de compensation et où effectivement il y aurait des projets qui soient montés et qui non seulement donc seraient à des fins de spéculation, enfin disons vraiment chercher une rentabilité, pouvait être gênant, et d'autre part constituer une offre abondante de compensation pouvait être vu aussi comme une offre de droit à détruire abondante et que du coup on aurait finalement une facilité trop importante pour les projets impactants à se mettre en place parce qu'il y aurait une offre abondante derrière pour les compenser. Sachant que sur la compensation écologique, bien sûr on restaure au mieux les habitats, mais on a toujours un résiduel, on obtient, ou en tout cas pas immédiatement, un résultat comparable à un écosystème qui était là depuis plusieurs centaines d'années. Pour autant, là, la manière dont c'est mis en place en France, déjà les projets de compensation par l'offre sont aujourd'hui très rares parce qu'en fait la loi est aujourd'hui pas très bien appliquée, donc en fait c'est assez difficile de faire appliquer la compensation et de vendre des projets ambitieux de compensation. C'est-à-dire que CDC Biodiversité sur Cossure a vraiment essayé de faire un projet pilote modèle avec une grande rigueur sur la manière dont était conduite la restauration écologique, ce qui voulait aussi dire un coût important. Et aujourd'hui il y a beaucoup d'aménageurs d'entreprises qui ont des moyens de soit ne pas appliquer la loi, soit de l'appliquer à un moindre coût et qui du coup ne sont pas forcément intéressés par des projets rigoureux comme le projet de Cossure. Donc aujourd'hui on voit pas du tout ce genre de phénomène arriver. On n'a pas du tout d'investisseurs qui cherchent à faire ce type de montage. En grande partie parce qu'aujourd'hui on a plutôt un problème pour trouver les acheteurs de compensation que pour trouver des vendeurs. Donc le marché n'a pas été identifié et je pense que réglementairement parlant, ce serait de toute façon très très cadré en France. Et donc justement, qui sont ces acheteurs de compensation ? Tu as mentionné plusieurs fois des aménageurs. Quelles sont les entreprises aujourd'hui qui doivent, selon la loi, compenser au niveau de la biodiversité ? C'est assez simple, hein, c'est toutes les entreprises qui vont avoir un impact significatif via des projets. Donc effectivement, ça peut être des gros projets d'infrastructure, ça peut être des projets, si on a beaucoup d'artificialisation des sols, des aménagements de zones commerciales, donc tout ce qui va tourner autour du bâtiment aussi, on peut avoir des projets de compensation. Donc la compensation, c'était un petit peu l'émergence de CDC Biodiversité, et maintenant quand on entend parler de CDC Biodiversité, on entend beaucoup parler du Global Biodiversity Score. Est-ce que tu peux nous expliquer son émergence ? Alors effectivement, donc la compensation écologique, cœur de métier de CDC Biodiversité, et en fait
qu'à côté de ça, ils ont d'autres métiers. Ils ont développé. On a un département recherche et innovation donc qui accueille le projet du Global Biodiversity Score. Donc je vais expliquer l'émergence, qui accueille d'autres projets de restauration volontaire, adaptation au changement climatique, des projets de recherche sur les interactions économie et biodiversité. Et donc c'est au sein de ce projet de recherche, donc la mission économie de la biodiversité, qui est donc d'ailleurs financée par la Caisse des dépôts, et donc qui a pour vocation de trouver des solutions innovantes pour réconcilier développement économique et préservation de la biodiversité, qui est né le projet du Global Biodiversity Score il y a 6 ans. Donc l'idée c'était de réfléchir effectivement à un projet d'empreinte biodiversité pour que une information quantitative soit disponible au niveau des entreprises et au niveau des investisseurs, et qu'ils puissent du coup mieux prendre en compte la problématique de la biodiversité dans leur stratégie de développement pour une entreprise ou pour leur stratégie d'investissement pour les institutions financières. Ce Global Biodiversity Score, il s'applique à toutes sortes d'entreprises, ou est-ce qu'il faut être une très grande entreprise avec plus de 500 salariés? Est-ce que pour une entreprise de 15-20 personnes, on peut déjà calculer un score et calculer une empreinte biodiversité? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite de taille. Après, en termes de moyens, c'est évident qu'une grande entreprise pourra plus facilement avoir dégagé des moyens pour faire ce type d'exercice. Mais en tout cas, en termes d'application de la méthodologie, il n'y a pas de taille limite en deçà de laquelle on ne pourrait pas appliquer la méthodologie. Une petite entreprise, aussi petite soit-elle, a de toute façon des problématiques d'impact direct, mais certainement d'impact indirect via sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, le Global Biodiversity Score, donc, qui a pour périmètre l'ensemble de la chaîne de valeur des activités économiques, est pertinent aussi pour une petite entreprise. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail et que tu nous expliques exactement ce que c'est que l'empreinte biodiversité? L'empreinte biodiversité telle qu'on a cherché à la faire donc chez CDC Biodiversité avec le Global Biodiversity Score, la manière la plus simple de l'expliquer, c'est l'équivalent d'un bilan carbone, mais côté biodiversité. L'idée, c'est de capturer dans une seule métrique quantitative les impacts sur la biodiversité d'une activité économique en prenant en compte l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et donc on peut rentrer un petit peu dans le détail et que tu nous expliques exactement quels sont les critères qui doivent être pris en compte. Tu as probablement un exemple classique d'une grande entreprise ou d'une petite que tu pourrais un petit peu nous développer en détail? Concrètement, en fait, dans la méthodologie, il y a un parti pris qui est important à avoir en tête, en fait, au départ. C'est que on a fait le constat qu'on ne pouvait pas aujourd'hui faire de l'empreinte biodiversité en se reposant uniquement sur de la donnée biodiversité à proprement parler, c'est-à-dire des inventaires écologiques. Et ça, en fait, on peut pas le faire parce qu'aujourd'hui, cette information, elle est très peu disponible. À l'échelle des sites de production, quelques entreprises ont des données d'inventaire, mais elles sont en général ciblées sur quelques espèces, donc difficiles à traduire dans une métrique un peu générale qui capture la bonne santé de l'écosystème sur le site en question. Et puis lorsqu'on s'intéresse à la chaîne de valeur, c'est aujourd'hui complètement illusoire de penser qu'on peut faire remonter de la donnée d'inventaire écologique sur les pâturages d'une entreprise d'agroalimentaire qui se servirait de lait, par exemple. Donc en fait, le parti pris pour pallier à ce manque de données, ça a été de s'intéresser en fait aux pressions sur la biodiversité et de quantifier ces pressions, donc de relier en fait les activités économiques à une contribution quantitative aux pressions sur la biodiversité. Donc les grandes pressions sur la biodiversité aujourd'hui, elles sont connues. Donc on a tout ce qui va tourner autour de l'usage des sols, on a le changement climatique, on a les pollutions, l'exploitation des ressources, enfin plutôt la surexploitation des ressources, et les espèces invasives. Et donc, le Global Biodiversity Score va s'intéresser en fait à comprendre, évaluer quelle est la contribution des activités économiques à chacune de ces pressions, avec une couverture partielle des pressions aujourd'hui, mais néanmoins suffisamment importante pour déjà capturer une bonne partie des impacts liés aux activités économiques. Très bien, donc si je rephrase un petit peu ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, le modèle ne va pas forcément faire d'inventaire écologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur une zone industrielle et on va regarder, si je reprends mon exemple de papillons, combien il y a de papillons ou combien il y a de vers de terre ou combien il y a de lapins sur le site, mais on va plutôt regarder l'activité économique que génère la société et ensuite on va le comparer aux pressions globales dans une région peut-être ou
ou nationalement. Mais est-ce que ça implique du coup que moins on a d'activité économique, moins on a de pression écologique ou de pression sur la biodiversité? Comment du coup je peux diminuer ma pression sans forcément diminuer mon activité économique? Sur ta première remarque, la méthodologie peut prendre en compte des inventaires écologiques s'ils existent. C'est juste, donc en fait le modèle a été construit de manière à utiliser la meilleure donnée disponible. On a une hiérarchie de données, donc on a mentionné deux, donc les inventaires écologiques qui sont la meilleure donnée, mais aussi une donnée très difficile à obtenir. Ensuite il y a la donnée sur les pressions, et puis en fait le modèle est capable de prendre d'autres types de données qui sont de moins bonne qualité que directement sur les pressions, mais qui permettent d'approximer les pressions. Mais donc à chaque fois, nous on va prendre la meilleure donnée disponible. Donc ça veut dire que si je prends l'exemple d'une entreprise donc qui fait de l'agriculture, la meilleure donnée ce serait qu'elle aille compter effectivement les papillons et les vers de terre sur son champ. Si cet inventaire écologique n'est pas disponible, on peut donc regarder les pressions qui sont appliquées sur ce champ. Donc, par exemple, sur la pression d'usage des sols, on va qualifier la surface et le type d'usage des sols pour ensuite faire une évaluation de l'impact sur la biodiversité. Et donc après, par rapport à ta question, c'est comme pour le climat en fait. Il y a des façons de fonctionner, des stratégies qui être mises en place pour réduire son intensité biodiversité sans pour autant réduire son chiffre d'affaires. Il faut juste à chaque fois, secteur par secteur, entreprise par entreprise, se poser la question de quelle est la manière optimale de fonctionner pour préserver la biodiversité tout en préservant l'activité économique. De la même façon que c'est possible de diminuer son intensité carbone sur le climat sans pour autant systématiquement diminuer son activité économique, sur la biodiversité, on a exactement le même type de schéma. Si on continue la comparaison avec le climat et la biodiversité, on voit bien que pour le climat, il y a quelques secteurs d'activité qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Et donc, en se concentrant sur quelques secteurs d'activité, on arrive déjà à diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre. Je pense par exemple au charbon, etc. Est-ce que c'est la même chose sur la biodiversité? Est-ce que il y a déjà quelques secteurs qui sont, entre guillemets, très néfastes sur la biodiversité et qui peuvent avoir un gros impact au niveau global? Et ensuite, est-ce que au niveau de chaque société, il y a déjà certaines best practices qu'on peut mettre en place et qui vont contribuer déjà à 50% de notre empreinte sur la biodiversité? Alors, effectivement, il y a des secteurs à fort enjeu sur la biodiversité, de la même manière qu'il y a des secteurs à fort enjeu sur le climat. Les secteurs à fort enjeu sur la biodiversité, ils vont être de deux natures. Ça va être, pour faire simple, une classe de secteurs qui va être fortement consommateur en termes d'usage des sols et une classe de secteurs qui vont être aussi fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, les deux principales pressions aujourd'hui sur la biodiversité, c'est des pressions qui sont liées à l'usage des sols et la pression du changement climatique. Donc tout secteur qui est fortement consommateur de terre ou fortement émetteur de gaz à effet de serre ou les deux va être un secteur à fort enjeu pour la biodiversité. Donc on retrouve les secteurs du climat et en plus on va donc avoir les secteurs à fort usage des sols. Donc en premier lieu l'agroalimentaire et donc tout ce qui va tourner autour de la production de denrées alimentaires qui sont aujourd'hui fortement consommatrices d'usage des sols. Tout ce qui va tourner autour de la production de bois et aussi l'activité, tout ce qui va être exploitation minière et exploitation pétrole-gaz, où ces secteurs sont déjà identifiés sur le climat parce que assez émetteurs de gaz à effet de serre, mais par ailleurs nécessitent aussi pour l'exploitation des ressources, enfin pour l'extraction des ressources, un usage des sols important. Concernant les best practices, aujourd'hui on est vraiment en train de les identifier, de les mettre en place. Il y a des choses qui sont assez immédiates et qui sont déjà faites, notamment sur l'usage des sols, tout ce qui va tourner autour de la déforestation, tout type de stratégies politiques qui permettent de neutraliser la déforestation sont bien sûr des gains, vont se traduire en gains au niveau de la biodiversité. Après, voilà, il va falloir réfléchir sur des secteurs, chaque secteur, quelle est la meilleure manière d'opérer pour optimiser la production. Enfin, je pense au secteur agroalimentaire qui est un secteur à fort enjeu et ça va être, je pense, très intéressant de se poser la question de quelle est la manière optimale de produire des aliments pour une entreprise en préservant la biodiversité. Sachant que tant on peut se détourner du pétrole, on peut pas se détourner de l'énergie. Donc c'est la même chose pour l'alimentation. On peut se détourner d'une certaine manière de produire des aliments, mais on peut pas se détourner de l'alimentation. Il faut trouver de toute façon des best practices dans la production alimentaire. Et ça, il faut le décliner sur l'ensemble des secteurs à fort enjeu.
Tu mentionnais tout à l'heure les forêts. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur la forêt, sur comment on doit exploiter la forêt, comment elle doit être exploitée. Par exemple, il y a le label Greenfin, qui est un label, on peut dire, écologique, qui interdit certaines exploitations de la forêt. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples un petit peu d'une exploitation forestière qui serait mauvaise pour la biodiversité et une qui serait bonne ? Très schématiquement, pour la biodiversité, ce qui va être mauvais, c'est de l'exploitation intensive, monoessence, en particulier si ces essences sont non locales et à potentiel invasif, avec des coupes rases. Donc là, on sait que voilà, la biodiversité sur site va être très mauvaise et que en plus, on risque d'avoir des impacts sur la biodiversité environnante parce que forte intervention sur le milieu, éventuellement usage de pesticides et potentiellement introduction d'espèces invasives. Donc ça, c'est le cas le plus pénalisant pour la biodiversité. Et donc ensuite, les modes de gestion plus raisonnés vont être meilleurs donc pour la biodiversité. Donc ça va être des exploitations qui vont mettre plusieurs espèces dans les parcelles, essayer de mettre des espèces locales. Au moment de vont faire une récolte sélective du bois, donc pour éviter les coupes rases, et qui vont réfléchir à la manière aussi d'aller récolter le bois pour éviter de trop perturber le milieu. Quand on regarde le modèle Global Biodiversity Score, on voit qu'en fait, vous calculez le Mean Species Abundance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors effectivement, donc la métrique du Global Biodiversity Score, c'est le Mean Species Abundance mètre carré. Alors effectivement, on peut commencer par le Mean Species Abundance. Donc pour moyenne d'abondance spécifique. Donc en fait, on utilise cette métrique parce que, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, on s'intéresse principalement à quantifier les pressions sur la biodiversité. Et ensuite, en fait, on traduit ces pressions en impact sur la biodiversité en utilisant une librairie de relations pression-impact. Et cette librairie de relations pression-impact, on l'a pas créée nous-mêmes. On utilise la librairie du modèle Globio. Donc le modèle Globio, c'est un modèle de référence, enfin consensuel, qui a été développé par des chercheurs aux Pays-Bas et qui est aujourd'hui utilisé régulièrement dans des grands travaux des Nations Unies, de la Convention sur la diversité biologique. Initialement, il a été conçu pour prédire les impacts sur la biodiversité de différentes stratégies globales qu'on pourrait adopter. Et donc, pour faire cette modélisation, ils ont construit une librairie de relations pression-impact en faisant une méta-analyse sur plusieurs centaines d'articles scientifiques pour traduire dans un espace pression-impact ces articles scientifiques. Et donc, le fait qu'on utilise Globio nous donne principalement la couverture de pression qu'on est capable aujourd'hui de prendre en compte et nous donne aussi la métrique qu'on utilise, donc ce fameux MSA pour Mean Species Abundance. La manière simple de décrire le MSA, c'est un ratio de biodiversité entre l'écosystème qu'on observe et l'écosystème de référence intact, c'est-à-dire soumis à aucune pression. Donc à 100%, j'ai une biodiversité intacte, je suis dans mon espace, dans ma forêt vierge, qui ne subit aucune pression externe. Et en fait, au fur et à mesure que j'applique des pressions à cet écosystème, je vais faire diminuer, la biodiversité va diminuer et donc ce ratio de biodiversité va diminuer jusqu'à atteindre 0% où là je suis sur une dalle de parking. Nous, on utilise la version surfacique de ce ratio pour qualifier à la fois la qualité de la biodiversité, mais aussi la quantité, c'est-à-dire la surface sur laquelle cela s'applique. Un champ de 1000 mètres carrés exploité en agriculture intensive. La librairie de relations pression-impact de Globio nous dit que pour un usage de sol, agriculture intensive, on a 10% de biodiversité restante, donc un MSA de 10%. Donc ça veut dire que la quantité disponible restante de biodiversité sur cet écosystème est de 1000 fois 10%, donc 100 mètres carrés MSA. Et l'activité économique, donc ici l'exploitation agricole responsable de cette perte de biodiversité, va avoir un impact biodiversité donc de la différence, donc de 90% fois les 1000 mètres carrés, donc de 900 mètres carrés MSA. Et donc dans ces mètres carrés MSA, on qualifie bien à chaque fois quantité, qualité. C'est une métrique qui est intéressante en termes de communication parce que on peut la rapprocher de l'artificialisation, dans la mesure où on peut dire que la perte d'un mètre carré MSA, c'est l'équivalent de la conversion d'un mètre carré de forêt vierge
en dalle de parking. Pour autant, derrière, c'est une unité qui est beaucoup plus fine, où on a un gradient de biodiversité. On n'est pas sur quelque chose de binaire, artificialisé ou pas artificialisé. Mais en termes de message et de compréhension, on arrive à communiquer plus facilement sur cette métrique. Comment cette métrique se comporte quand on parle d'une ville ou d'un habitat ou d'une entreprise, un local professionnel? Je suppose qu'un local professionnel comme ça, si je mets juste une maison ou si je mets juste un immeuble, j'arrive à 0 MSA mètre carré. Et de plus en plus dans les villes, on dit on va recréer de la biodiversité, on va rajouter un petit coin de verdure sur le toit, je vais mettre une ruche avec un arbre et un petit peu, je sais pas, faire pousser quelques plantes. Est-ce que finalement ça a un impact quand on calcule le Global Biodiversity Score de faire ça, de rajouter de la biodiversité à l'intérieur des villes, ou alors c'est complètement finalement inutile ou pas forcément inutile, mais en tout cas l'impact va vraiment être minime? Alors il y a deux questions, c'est dans toutes les mesures que tu as décrites, il faut poser la question de celles qui ont un vrai impact positif sur la biodiversité. C'est-à-dire que une ruche en ville, on peut, voilà, ça a plein de vertus au niveau de la sensibilisation notamment, mais en termes de gains effectifs sur la biodiversité, c'est effectivement assez faible. Donc, de fait, de toute façon, on cherchera pas forcément à le capturer parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de gains à capturer. Après, il y a bien sûr des mesures d'introduction de biodiversité en ville qui sont effectivement vraiment bénéfiques pour la biodiversité. Lorsqu'on travaille sur une trame verte, lorsqu'on change la manière de gérer ces espaces verts, là on observe effectivement des vrais gains de biodiversité. Pour autant, aujourd'hui c'est vraiment pas un cœur d'expertise pour le Global Biodiversity Score. Le Global Biodiversity Score a vraiment été conçu pour appréhender les impacts sur la biodiversité de manière globale pour une entreprise ou pour une ville, et donc est encore assez rudimentaire dans la catégorisation des différents usages des sols. Donc par exemple, quand tu prends l'exemple de la ville, aujourd'hui dans le modèle Globio, il n'y a qu'un seul usage des sols urbains. Donc on peut pas on n'a pas de granularité par rapport à cet usage des sols. Tout l'enjeu du développement du Global Biodiversity Score, c'est justement de recréer ces granularités. On va lancer justement un projet de recherche pour capturer et traduire en MSA plus de types d'usage des sols. Alors c'est vrai pour la ville, donc on pourra définir qu'est-ce que une ville, une bonne gestion de la biodiversité en ville et comment ça se traduirait en MSA. Donc là, on serait capable du coup de capter une meilleure gestion, mais c'est aussi vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour la forêt, c'est vrai pour tout type d'usage des sols où en fait aujourd'hui on a une catégorisation assez simple et qu'on va souhaiter rendre plus granulaire pour aussi donner des leviers d'action aux entreprises qui vont utiliser l'empreinte biodiversité. Donc aujourd'hui, par exemple, on a travaillé avec une entreprise qui a mis en place a des enjeux au niveau de son sourcing bois et a mis en place une certification FSC sur le sourcing bois. Et donc on va conduire un projet en partenariat avec FSC, le WWF et cette entreprise pour intégrer justement la certification FSC dans le Global Biodiversity Score. De cette manière, on aura un facteur d'impact pour du bois standard et un facteur d'impact pour du bois FSC. Et donc une entreprise qui mettrait en place une certification FSC pourrait du coup enregistrer un gain sur son empreinte biodiversité calculée avec le Global Biodiversity. Donc en fait, on a vraiment construit un premier squelette et aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'aller l'enrichir avec un certain nombre d'outils, de labels, de certifications, de pratiques, de types d'approvisionnement pour que le modèle soit plus riche et rende compte de manière plus précise des différentes stratégies des entreprises. Et donc, par exemple, avec cet exemple de label FSC, vous allez prendre ou vous allez étudier des forêts où la biodiversité que vous trouvez dans des forêts labellisées FSC, que vous allez comparer avec des forêts qui ne sont pas labellisées FSC, et donc ça va vous permettre d'avoir une espèce de mesure ou de trouver un malus ou un bonus si jamais le bois provient de FSC, c'est ça ? Dans l'idée, c'est ça. La finalité, effectivement, c'est ça, c'est de
a priori trouver un bonus à mettre en place la certification FSC. Après, dans la pratique, en fait, on va déjà s'intéresser en fait au cahier des charges FSC, voir dans quelle mesure en fait ce cahier des charges permet d'être traduit, peut se traduire en fait dans cet univers de pression. C'est-à-dire est-ce que effectivement le cahier des charges me permet de dire quelque chose sur l'usage des sols? Est-ce que ça permet de dire quelque chose sur la consommation d'eau? Est-ce que ça me permet de dire quelque chose sur le stockage de carbone? Enfin voilà, ce genre pour vraiment le traduire dans notre univers. Sous caution, là c'est vraiment extrêmement intéressant de travailler avec WWF, de cette association qui valide entre guillemets la véracité de notre interprétation par rapport à ce cahier des charges. Et puis ensuite, peut-être dans un deuxième temps, on pourrait aussi faire un travail sur aller effectivement regarder des inventaires écologiques en certification FSC versus non certification. C'est peut-être des travaux qui ont déjà été faits, mais qui viendront en tout cas dans un deuxième temps plutôt pour valider notre approche que dans la construction de nos facteurs d'impact bois FSC. Aujourd'hui, qui sont vos clients à CDC Biodiversity? Est-ce que ce sont principalement des gros groupes, des petits groupes et pourquoi finalement elles s'intéressent à ce score? En parallèle du développement en fait de l'outil, on a lancé en fait très tôt un club d'entreprises, club B4B+, pour réunir justement des entreprises et des investisseurs en tant que futurs utilisateurs de la méthodologie. Ça a été donc pour nous un vrai terrain d'expérimentation pour l'outil, et en fait on voulait être sûr de développer un outil qui était opérationnel, qui réponde vraiment aux attentes et aux contraintes des futurs utilisateurs. Donc pendant la phase de développement qui a duré 5 ans, on a testé en fait l'outil dans différentes conditions d'utilisation avec ces entreprises et avec ces investisseurs. Ce club aujourd'hui, il continue d'exister. C'est une communauté de pratique qui va vraiment donc échanger sur le sujet de l'empreinte biodiversité. On a des utilisateurs du Global Biodiversity Score, mais pas que. Et donc ils sont intéressés d'être dans le club pour avoir ce travail de veille et cette compréhension du sujet et des différentes évolutions sur le sujet. Ensuite, on a vraiment nos clients Global Biodiversity Score, c'est-à-dire des entreprises, des investisseurs qui utilisent le Global Biodiversity Score pour faire des bilans biodiversité. La première entreprise qui a fait un bilan biodiversité complet, c'est Schneider Electric. Aujourd'hui, on fait des bilans en biodiversité avec un certain nombre d'entreprises, donc il va avoir à venir des reportings sur ces bilans biodiversité avec d'autres clients. Par ailleurs, on forme aussi des consultants pour pouvoir faire ces bilans biodiversité auprès des entreprises. Et donc par rapport à ta question sur à qui on s'adresse, encore une fois, on n'a pas de limite de taille sur la méthodologie. Après, c'est évident que c'est une méthodologie qui, comme pour un bilan carbone, mais il y a 10 ans peut-être, c'est quelque chose d'assez innovant. Donc il y a quand même un coup d'entrée pour comprendre les enjeux, comprendre la méthodologie. Et puis après, pour faire un bilan biodiversité, c'est quand même un travail assez important parce que faut s'intéresser à un certain nombre faut aller récolter de la donnée au niveau des sites de l'entreprise, mais ce qui est plus difficile, c'est aller récolter de la donnée au niveau de ses fournisseurs. Et donc ça demande quand même un certain temps, d'autant que la traçabilité n'est pas toujours évidente. Il y a quand même des vrais challenges autour de la collecte de données, même au niveau lorsqu'on travaille avec une entreprise. Et donc en pratique, on a plutôt donc des grands groupes qui s'intéressent à nous, qui s'intéressent à ce sujet d'empreinte biodiversité, parce que c'est avant tout eux qui ont les moyens de prendre le temps de faire ce type d'analyse. Pour autant, on veut pas du tout exclure des acteurs de plus petite taille. Pour les PME, je dirais qu'on va viser plutôt à essayer de travailler avec des groupements de PME pour du coup proposer des solutions plus à l'échelle d'un collectif que vraiment entreprise à entreprise. Côté investisseur, donc là on est on a commencé peut-être avec 6 mois de décalage. On commence à avoir nos premiers clients, donc où on propose deux grands types de solutions, en fonction des actifs en fait qu'on va chercher à évaluer. Sur les actifs non listés, en fait, on travaille en direct avec les investisseurs. On met en place avec eux une phase de collecte de données. En fait, la donnée donc est pas centralisée, pas disponible. Donc là, récemment, on a fait un exercice sur l'évaluation d'un portefeuille d'actifs immobiliers pour un assureur. On a travaillé sur quelles étaient les bonnes données à récolter, quelles étaient celles qui étaient a priori disponibles.
et qu'on pouvait exploiter dans la méthodologie. Et donc, on a produit cette empreinte biodiversité en partenariat donc directement avec l'investisseur. Sur la partie actifs listés, on est sur d'autres types de solutions. Là, en fait, on travaille avec un fournisseur de données, Carbon 4 Finance, pour proposer une base de données d'impact biodiversité clé en main aux investisseurs. Et donc, on mutualise en fait des données qui sont déjà existantes chez Carbon 4 Finance, de deux natures, des données sur les risques physiques liés au changement climatique qui nous permettent de comprendre l'activité de l'entreprise en fait et de comprendre en fait où elle se situe en termes de secteur et de région. Et on utilise aussi bien sûr les données sur les émissions carbone, parce qu'encore une fois, donc le changement climatique étant une des pressions contribuant à la biodiversité, bénéficier d'une bonne information carbone nous permet d'avoir un résultat sur cette pression-là de bonne qualité. Donc l'enjeu sera ensuite en 2022 d'enrichir les données qu'on utilise en entrée en faisant de la collecte de données, donc au même titre qu'ils font aujourd'hui de la collecte de données pour calculer leurs émissions carbone, on mettra en place un système de collecte de données propre à la biodiversité, en mutualisant les efforts avec ce qu'ils font déjà sur le climat, pour du coup avoir plus de données d'entrée propres aux entreprises et du coup avoir aussi des résultats en sortie de meilleure qualité. Je travaille beaucoup en règle générale avec le secteur financier qui se pose de plus en plus de questions quant à toute cette problématique de biodiversité, et d'ailleurs les fonds et les sociétés d'investissement vont être obligés de reporter justement sur leur impact sur la biodiversité. En termes de collecte de données ou en termes de données clés, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui se demandent mais quelle est la bonne donnée en fait pour la biodiversité ? Qu'est-ce que je dois reporter ou qu'est-ce que je dois demander? Si je suis une société de gestion ou même une société en règle générale et que je commence aujourd'hui à me dire ça va être un vrai sujet dans les années qui viennent, commençons tout de suite cette réflexion et essayons d'identifier les bonnes données à avoir pour que dans 2 ans en fait j'arrive à avoir 10 données clés. Quelles sont selon toi ces 10 données clés ou ces 10 points qu'il faudrait que toutes les entreprises mesurent? Alors au niveau entreprise, pour la biodiversité, en fait, on va vraiment chercher à avoir une évaluation au plus proche, encore une fois, des pressions sur la biodiversité. Donc, les 2 pressions prépondérantes aujourd'hui, c'est l'usage des sols et le changement climatique. Et ensuite, on a effectivement d'autres pressions sur la pollution, sur les pollutions, sur les problématiques de perturbation des réseaux hydrologiques, etc. Donc, en fait, les bonnes données à récolter aujourd'hui, c'est de la donnée physique brute qui nous permet d'évaluer cette contribution aux pressions. Donc, concrètement, ça veut dire aller récolter déjà des émissions carbone, mais bon, ça normalement c'est déjà en marche, mais commencer à s'intéresser à d'autres flux physiques, donc des mètres carrés de surface, et qualifier l'usage des sols sur ces mètres carrés de surface, des consommations d'eau, des quantités de polluants émises, des quantités de polluants, enfin de substances eutrophisantes émises. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces données physiques brutes qu'il va falloir chercher à comprendre. Et il y a un challenge déjà à les faire remonter au niveau de ses propres sites de production, mais je pense le vrai challenge réside pour les entreprises aujourd'hui à avoir cette compréhension au niveau de leur chaîne d'approvisionnement, dans la mesure où ça va être il va y avoir un travail à faire sur la traçabilité et le dialogue avec ses fournisseurs pour avoir cette compréhension. Après, au niveau investisseur, il faut que les entreprises reportent sur ces données pour que les investisseurs puissent à terme les utiliser. Et donc, soit les investisseurs sont face à 2 choix aujourd'hui, soit ils décident de conduire eux-mêmes leur collecte de données, soit ils passent par des fournisseurs de données qui collectent ces données et les restituent soit sous une forme brute, soit interprétées en termes d'empreinte biodiversité. Donc c'est par exemple ce type de travail de prestations qu'on met en place avec Carbon 4 Finance. Je suppose que tu lis énormément de rapports sur la biodiversité, de rapports internationaux, etc., sur la dégradation ou sur le déclin de la biodiversité.
Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vue personnelle sur ce déclin et puis même sur peut-être sur le futur, quoi. Comment tu vois les choses évoluer? Est-ce que tu penses que ce que vous faites à CDC Biodiversité, ça va évidemment dans le bon sens et que c'est suffisant? Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie prise de conscience des sociétés, des entreprises? Est-ce que tu es plutôt positif sur cette thématique ou au contraire peut-être assez pessimiste, ou alors tu te dis que ça va pas assez loin? Tu peux nous donner un petit peu ta vision très personnelle, hein, sans engager CDC Biodiversité. Je dirais que des jours avec, des jours sans. Donc le bilan sur la biodiversité aujourd'hui, il est mauvais, on le sait. On a aujourd'hui vraiment une dégradation actuelle de la biodiversité qui est très importante, qui concerne tous les types d'écosystèmes terrestres, eau douce, biodiversité marine. Le déclin continue à un rythme important. On n'a pas vu aujourd'hui, on n'observe pas de ralentissement en termes de déclin de biodiversité. Donc la situation à date, je trouve, est extrêmement alarmante et va nécessiter une prise de conscience rapide des acteurs économiques, des politiques et de manière générale et du grand public. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment agir sur l'ensemble des leviers pour arriver à un bon résultat. Il faut pas que nous, en tant que consommateurs, on repousse cette responsabilité aux politiques et inversement ou aux grandes entreprises. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer et c'est vraiment très important de comprendre en fait quel est le rôle de chacun et de comprendre que chacun doit jouer son rôle si on veut remporter ce challenge sur la biodiversité. Je pense qu'aujourd'hui, sur la partie entreprise, investisseur, on a une prise de conscience que que cet enjeu est important et qu'il y a vraiment un double risque pour ces entreprises et pour ces investisseurs. C'est ce qui est traduit donc dans les nouvelles réglementations, c'est ce qui est traduit dans la SFDR européenne, c'est ce qui est traduit dans le nouvel article 29 de la loi énergie-climat. On a vraiment une prise de conscience qu'on a à la fois un risque en termes de dépendance à la biodiversité, c'est-à-dire que si la biodiversité diminue, on va à un moment avoir des activités économiques qui vont être en péril parce que un certain nombre de services écosystémiques ne seront plus assurés ou en tout cas seront fortement dégradés, et donc ce sera plus difficile, plus coûteux, et il y aura des accidents de production au niveau d'un certain nombre d'activités économiques et un certain nombre de secteurs qui, de fait du rôle central de ces secteurs, de toute façon, il y aura un effet cascade qui fera qu'en fait on est sur un risque systémique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très bien compris par qui est de mieux en mieux compris, en tout cas, j'ai l'impression, par les autorités de régulation centrales. Enfin, je veux dire, on commence à vraiment avoir une émergence de travaux sur ce risque biodiversité au niveau des banques centrales. La Banque centrale des Pays-Bas a fait une première évaluation. Aujourd'hui, on voit des projets similaires émerger en France, dans d'autres régions du monde. Et je pense qu'il y a une vraie compréhension, que ce risque lié à la dépendance de notre économie aux services écosystémiques et donc à la biodiversité est important et doit être pris en compte. Et donc les entreprises en prennent conscience aussi. Et donc le double enjeu, c'est aussi le risque que fait conduire le fait d'avoir des impacts sur la biodiversité, qu'on qualifie plus généralement de risque de transition, c'est-à-dire que les investisseurs et les entreprises comprennent que si leur activité économique génère énormément d'impact sur la biodiversité, il y a un risque au niveau réglementaire, au niveau réputationnel, et que c'est important pour elles de comprendre la nature de ces impacts pour se prémunir de ce risque. Et puis pour les plus avancés, comprendre aussi que du fait impacter, on peut du coup augmenter aussi le risque de dépendance du fait que il y a un effet il y a une boucle, quoi. Ça, les dernières évolutions du cadre réglementaire me paraissent encourageantes. J'espère qu'on retrouvera aussi cette dynamique et cette prise de conscience avec les grands rendez-vous de cette fin d'année sur la biodiversité, donc avec le Congrès mondial pour la nature en
en septembre, et puis la COP 15, COP biodiversité à Kunming en Chine, et qui aura donc un cadre ambitieux sur ces enjeux de biodiversité, avec vraiment assorti vraiment d'une vraie analyse où on se repose sur des outils quantitatifs pour vraiment essayer de rationaliser le problème au même titre qu'il a été rationalisé sur le climat. Donc ça, c'est la note un peu optimiste. Là où on peut être optimiste sur la biodiversité, c'est que à l'inverse du climat, pas cet effet d'inertie. C'est-à-dire que la biodiversité, la nature, en fait, a une capacité de rebond assez rapide. On a pu le voir sur certains endroits au moment du confinement lié à la crise Covid. En fait, la nature peut assez rapidement, en fait, répondre positivement à une baisse des pressions qu'on lui applique. Donc, faut être, je pense, extrêmement vigilant, parce qu'en fait, cette capacité de rebond, elle est possible que si on ne dépasse pas certains seuils, au-delà duquel la nature est trop faible pour repartir. Mais voilà, cet effet de rebond, je pense, est encourageant, mais il nécessite des actions fortes et rapides pour vraiment inverser la tendance. Encore une fois, sur la biodiversité, il faut bien garder en tête qu'on n'a pas de budget pour des nouveaux impacts. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent qu'on a déjà dépassé la quantité de biodiversité qu'on peut détruire. Donc ça veut dire qu'on a un double enjeu. On a un enjeu d'arrêter les nouveaux impacts et un enjeu de regagner de la biodiversité. Et donc voilà, c'est quand même un challenge qui va demander une manière des changements, je pense, sociétaux profonds pour arriver à gérer générer ces gains de biodiversité dans un monde avec une économie intense et 8 milliards d'habitants. Quand on parle de risque systémique en fonction du risque de biodiversité, est-ce que tu as un exemple marquant, un exemple qui fait mouche, dont tu te sers peut-être pour réussir à convaincre ceux qui sont les plus sceptiques, ou ceux qui te disent non mais très bien, il y a peut-être moins d'insectes, mais on est toujours vivant et effectivement les arbres vont continuer à pousser demain. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué depuis que tu travailles dans ce secteur ? Alors le risque systémique, il est poussé à l'extrême. Le service écosystémique duquel on est le plus dépendant, c'est la pollinisation. Sans pollinisation, en fait, on n'est pas capable de produire notre alimentation. Donc de fait, c'est le super risque systémique. C'est-à-dire sans pollinisateur, on n'a aucune activité économique possible, du fait que on sera pas nous en mesure de s'alimenter. C'est le côté un petit peu caricatural, donc on se dit oui, d'accord, c'est très grossier. Pour autant, pour diverses raisons, et c'est bien sûr multifactoriel, c'est pour ça qu'aujourd'hui le risque biodiversité est plus difficile à saisir, je pense, pour le grand public, et qu'on n'a pas encore assisté à cette prise de conscience qui, à mon avis, a quand même été un tournant au moment des canicules en France, où là, en fait, le climat s'est invité, et la hausse des températures s'est vraiment invité dans le quotidien des gens, alors sur la biodiversité, c'est aujourd'hui, les exemples sont moins frappants. Et donc c'est un risque qui est plus difficile à percevoir. En plus, il y a pas une confusion, mais une incompréhension. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de biodiversité, beaucoup de personnes ont en tête le panda, le tigre et la baleine. Donc vraiment une dimension très espèce, patrimoniale, qui est une dimension bien sûr très importante de la biodiversité. Je ne veux pas du tout la minimiser, mais qui du coup fait moins de lien avec un risque par rapport aux écosystèmes, par rapport au fonctionnement des écosystèmes et par rapport à tous les services que les écosystèmes peuvent rendre. Et donc cette dimension sur les écosystèmes est aujourd'hui moins perçue, je pense, par le grand public. Et c'est vraiment celle-là qui fait entrer la biodiversité dans notre quotidien. Et je pense que pour revenir à l'exemple des pollinisateurs, il va à un moment se poser la question des denrées alimentaires, de notre capacité de production des denrées alimentaires. Est-ce qu'on va observer à court moyen terme une vraie inflation sur ces denrées-là? Alors pas uniquement à cause de la biodiversité, mais aussi à cause du changement climatique, à cause de notre mauvaise gestion de l'eau. Mais encore une fois, toutes ces problématiques-là sont toutes liées entre elles, en fait. Donc on est sur en fait cette gestion durable ou non de notre environnement. Et en fait, la biodiversité est une sorte de chapeau pour capturer l'ensemble de ces différents compartiments environnementaux. Parce que, en fait, quand on s'intéresse à la bonne gestion de la biodiversité, il faut qu'on s'intéresse à la bonne gestion du climat, à la bonne gestion de l'eau, à la bonne gestion des terres, etc., etc. Donc, un service écosystémique, une dépendance, un risque du quotidien. Il y a l'alimentation. Je pense
pense que là, aujourd'hui, ça se traduit plus par des surcoûts que par des chocs. Donc les exemples sont peut-être moins parlants, mais pour autant, on est déjà en train de l'expérimenter. Bien, merci beaucoup Antoine pour le temps que tu nous as consacré et bon courage pour la suite et pour ta mission. Merci beaucoup Jean-Benoît. Écoute, c'était un plaisir d'avoir cette discussion et donc mobilisons-nous tous pour la biodiversité. Je remercie une nouvelle fois Antoine Vallier, expert empreinte biodiversité chez CDC Biodiversité. J'ai beaucoup apprécié ce moment et je suis ravi de voir que des personnes comme Antoine essaient de pousser au maximum ces sujets. Si vous travaillez dans une entreprise, je vous invite vivement à commencer à aborder ces sujets en interne. Je suis persuadé que dans quelques années, toutes les entreprises seront obligées de publier des informations sur ce sujet. Il n'est donc jamais trop tôt pour commencer à y travailler. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, s'il vous plaît, prenez 30 secondes et mettez-moi 5 étoiles. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. Si vous m'aimez beaucoup, vous pouvez même me mettre un petit commentaire. Ça m'aidera énormément à remonter dans les classements de Apple Podcast. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, ou même si vous voulez participer à ce podcast. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.